La paix est nulle, mais le boulot est chiant. Et tu veux quand même devenir avocat? Fais ça bien et écoute Radio Clemens. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Clemens, de retour après presque, même carrément plus d'un an d'absence, retour spécial de Radio Clemens avec mes coéquipiers de toujours. Jimbo, je te salue. Bonjour. Et nous avons également Tsubasa. Bonjour Tsubasa. Bonjour. Et nous avons également Pringles. Bonjour. Salut Pringles. Et nous avons un invité. Faut que tu trouves un pseudo. Allez, c'est parti. Narvalo. Narvalo. Bon, essayez de m'aider à retenir. On va essayer de retenir Narvalo. Alors, aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, même une session spéciale, puisque outre une émission que vous allez pouvoir retrouver dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Clemens, nous allons faire une émission spéciale Retour CRFPA, chose promise, chose due. Nous nous étions engagés à la fin de nos examens respectifs, Tsubasa, Jimbo et moi, à vous faire un retour d'expérience en toute modestie, en toute humilité, mais nous avons eu la chance et le mérite, de même à signaler, d'avoir réussi l'examen du CRFPA. Voilà, donc nous avons du coup nos deux, enfin voilà, on est trois candidats à l'avoir réussi, et nous avons également la personne de Pringles qui lui est en thèse et qui pourra nous apporter son regard extérieur. Je peux compter sur toi. Oui, si je peux aider. Mais... Tu vas aider. Donc, juste, on va essayer de faire ça relativement court, puisque nous avons une candidate qui prépare, qui prépare du coup une session. On va essayer tout d'abord, j'aimerais qu'on signale à peu près quels étaient nos niveaux respectifs au moment où nous sommes engagés dans la voie de l'IEJ. Si tu veux commencer tout ça, t'étais en quoi? Est-ce que c'était la première fois que tu le passais? Est-ce que c'est la deuxième fois? T'étais en Master 1, Master 2? J'avais fait un Master 2, puis après j'ai essayé de le faire passer l'IEJ en même temps. C'était un Master 2 en quoi? En droit privé fondamental, en droit privé général en gros. Et n'ayant pas le temps de préparer le CRFPA pendant le Master 2, j'ai décidé de prendre un an pour le préparer. Et vu que je suis quelqu'un de très lent, j'avais vraiment besoin d'un an pour le préparer. Et j'ai assisté quasiment à tous les cours, j'ai fait une prépa estivale, je n'ai pas fait de prépa privée. Donc tu as fait donc une prépa estivale, donc ça veut dire dans le cadre de l'IEJ. Oui, n'ayant pas le budget, je n'ai pas fait de prépa privée. Et ça À choisir, si c'était au-delà de la question, bon, on va aborder la question des prépas privées parce que je pense que ça intéresse beaucoup des auditeurs. Mais enfin, on va y revenir, je te laisse terminer. Oui. Et ça a plutôt bien marché jusque-là. D'accord. Jimbo, toi t'étais en... Moi j'étais en Master 1, droit de l'entreprise, parcours droit social, au moment où j'ai passé le CRFPA. J'étais inscrit à l'IEJ aussi, mais j'allais pas trop en cours. Je sens que t'étais en stage également ou... Oui, j'étais assistant de justice dans un tribunal où j'allais 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Ouais, comme tous les contrats d'assistant de justice. Et j'ai pas fait de prépa privée, ni estivale. Et en même temps, tu passais notre examen. Oui. Enfin, même, c'est pas un examen, c'était carrément un concours. Oui, je passais le concours de l'ENM à côté. Mais bon, les dates sont de telle sorte que l'examen de l'ENM se fait en juin pour la partie écrite et le CRFPA se fait en septembre à la rentrée. Est-ce que tu dirais que les deux formations se complètent dans certaines matières? Bah oui, pas les formations, les examens en tout cas. C'est du droit, c'est des examens de droit. Donc partant de là, en travaillant le droit des obligations, on le passe à la fois au concours de l'ENM et on le passe à la fois au concours du CRFPA. Donc il n'y a pas de différence. Par exemple, sur la note de synthèse, sur les mêmes exigences ou Je suis pas dans l'esprit des correcteurs, mais oui, j'ai l'impression que, à part peut-être 2-3 détails près, mais en tout cas, l'ENM ne donne pas une méthodologie très précise de la note de synthèse, donc à appliquer celle de l'IEJ, ça passe. Bon, et donc je précise que tu as réussi à avoir les deux examens. Oui. Voilà. Et donc actuellement, du coup, tu as choisi la voie de la magistrature au lieu de celle de l'avocat. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment de... Tu as réussi à avoir le CRFPA et tu es conscient que, que la préparation à l'ENM t'a vraiment aidé? Ou ça a été deux choses en parallèle, complètement autonomes? Est-ce que tu as senti qu'il y avait des connaissances que tu avais en plus par cette seconde formation qui t'ont singulièrement aidé
pour passer le CRFPA. Mais moi, je pense pas que ce soit deux choses différentes. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il fasse les dissocier. Et à un moment donné, on travaille son droit, quel que soit l'usage Ouais. qu'on en fait. Et si on fait du droit pénal, ben, c'est applicable, ou ça peut être applicable au concours de commissaire, au concours d'officier de police. D'accord. Donc je pense qu'il faut pas distinguer les deux. Il faut avoir en tête les différences. Et si on passe plusieurs concours, il faut être un peu stratégique, c'est-à-dire s'arranger pour choisir des matières qui correspondent aussi au programme qu'on a dans l'autre concours qu'on peut avoir. Mais en dehors de ça, le droit, ça reste le même, quel que soit le concours qu'on passe. Donc, Non, voilà, non, mais ça aurait pu être deux formations qui se marchent éventuellement un petit peu dessus. C'est un parcours quand même. bah, c'est très complémentaire. Puis ouais. le fait d'être inscrit dans les deux préparations à l'IOJ permet de faire plus de notes de synthèse. Et t'es arrivé malgré tout avec un Master 1, qui est quand même un programme si chargé, à pouvoir gérer sereinement les deux? Les trois? Bah, Bah oui, oui, voilà, bah, la oui, voilà. preuve en Donc, est, ouais, mais après, bon, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu parfois des moments de gros coups de stress? Tu t'es dit, putain, ça fait quand même beaucoup. Bah, sur la fin, surtout on va dire la période à partir de fin mars, ouais. J'ai vraiment stressé, j'ai vraiment bossé. Mais avant ça, non, pas tellement en fait. Comme je disais, j'allais pas à tous les cours de l'IOJ, je sélectionnais vraiment ceux qui me plaisaient. Et le reste, je travaillais beaucoup avec des livres. Par contre, je faisais les examens blancs. Enfin, j'ai fait toutes les notes de synthèse, par exemple. Euh, J'en ai pas loupé une. Donc j'ai un peu fait à la carte. J'ai choisi à l'IOJ ce qui me plaisait. Ouais, c'est chouette parce que du coup, on voit qu'on a vraiment trois parcours différents. Pour ma part, je l'avais tenté la première fois à la suite d'un Master 2 en de contrat et responsabilité des professionnels, où j'ai pas réussi à être admissible. Et ensuite, j'ai pris, comme tout ça, finalement, un an pour le préparer. À cette occasion-là, j'avais lancé Radio Clement dans un autre IEJ, et là, je l'ai obtenu. Bon, c'est pas cool de parler de notes, tout ça, mais ça peut quand même venir soutenir notre légitimité dans notre propos. Vous l'avez eu à combien? Voilà. La moyenne? On va dire la moyenne et quelle est la note dont tu es le plus fier. J'ai eu à 12 piles. Et la note où je suis vraiment. Enfin, oui, la note là où je suis faire, c'était un oral lorsqu'il y avait encore les matières optionnelles à. On va y venir sur la réforme. Oui, j'avais pris droit pénal, j'ai eu 16. Et ça s'était bien passé. Alors même que, si je me trompe pas, tu étais en Master 2, c'était quoi l'intitulé? C'était... Droit privé. Ouais, ouais, c'est droit. Oui. Après, j'adore le droit pénal, donc c'est pour ça. Jimbo? Moi, honnêtement, je me rappelle pas de ma moyenne. J'ai une très mauvaise mémoire pour ça. Mais au grand oral, j'ai eu 19, si, ça, je me Voilà, rappelle. je pense que, alors on n'est pas allé vérifier, mais je pense qu'on peut dire que tu es largement le major en matière de droit oral à l'IEJ Occitan. Oh, ouais. Voilà, je sais pas. À titre personnel, je pensais pas que c'était possible d'avoir 19 au grand oral. C'est J'ai eu un peu de chance. aussi du mérite, je veux dire. C'était le guerrier T'as de bossé. l'IOJ, hein. On a été présent pour ta prestation. T'as su assurer. Enfin, tu t'as pas volé ta note. Pour ma part, moi, je l'ai eu à 13 de moyenne. Et je dirais. Je suis arrivé à avoir à peu près des bonnes notes, sauf en notes de synthèse. Mais je dirais, ouais, ma grande fierté, c'est d'avoir 15 au grand oral. Parce que c'est vrai que c'est un peu. Ça sert un peu ensuite de carte de visite de pouvoir présenter qu'on a eu cette note-là. C'est quand même pas insignifiant. Donc voilà, bon, c'était absolument pas dans un but de se vanter ou quoi, mais ça situe un petit peu notre propos et je pense que c'est pas inutile. Je veux dire, si on l'avait eu qu'à 10 et quelques, peut-être que la discussion qu'on aurait serait peut-être pas. Serait à reconsidérer. Donc, Tsubasa, tu nous parlais des prépas privés. Donc moi, j'ai été le seul à en faire, visiblement. J'avais commencé la première par le CFJ, donc le Centre de formation juridique, et ensuite j'ai fait la Dalloz à Paris. Donc je vais juste en toucher un mot. Les deux sont très bien. Je dirais juste que le CFJ est meilleur à distance. Les enseignements, notamment vidéo, étaient bienvenus. Voilà, au niveau de la formation à distance, j'étais très content. La Dalloz était moins complète, je dirais, sur le contenu à distance, mais par contre, la formation à Paris était très très bien. Et notamment axée sur l'actualisation, et c'était vraiment bienvenu. Donc les deux sont complémentaires, ça dépend maintenant quel est votre vœu, voilà, si vous préférez que ça soit à distance, ou si vous pouvez être sur place à Paris. Sachant, voilà, donc du coup, j'ai pas de retour sur les autres prépas, puisqu'il y a pré-barreau et cap avocat, c'est ça?
je me trompe pas, voilà. Ça, c'est des prépas que du coup, j'ai pas fait. Mais moi, je regrette pas du tout d'avoir fait une prépa. Parce que... Après, on n'a pas... Justement, on va essayer d'en discuter, quelles sont les approches qu'on a eues. Moi, j'étais vraiment dans ces années de préparation du CRFPA sur l'accumulation d'informations, on fiche tout et on retient tout. Et dans ce cadre-là, je trouve qu'une prépa, c'est très pratique parce que ça fait un filtre et ça synthétise quelque part les informations. Vous avez eu quelle démarche là-dessus? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez fiché euh, comment est-ce que vous avez Moi, révisé finalement? Moi, je n'ai pas fiché. Par contre, ce que je faisais, c'était bosser les annales. Je ne faisais que ça. Et je faisais la prépa estivale à Toulouse. Et l'avantage que ça a été, c'était de faire des exercices méthodologiques. La méthode. Ils avaient beaucoup insisté sur la méthode. Et on s'est rendu compte que la rédaction d'un cas pratique, c'est assez scripté. C'est-à-dire que vous avez des passages obligatoires. Il faut invoquer la règle à tel moment. Il faudrait que certaines phrases aient une tournure particulière. Et en gros, les examinateurs nous donnaient leurs exigences directement, point par point. Et quelque chose de très important, c'est les entraînements au grand oral. On en a fait beaucoup. Moi, j'en ai fait 6. 6 et 6 plus Radio Clemens. oui, bien sûr. 6 sur place. Et je pense que le grand oral, c'est vraiment l'épreuve qui ne s'acquiert pas, pas seulement en lisant des livres. Surtout, ça se pratique. Ça se pratique. Et je pense que moi, j'en avais besoin d'en faire 9 au total. Parce qu'au total, durant l'année, j'en ai fait 9. Et je pense que les 9, ça allait. Et il faut... Vraiment, pour réussir le grand oral, On va y venir plus spécifiquement sur chacune des matières, parce que je pense que chacune mérite qu'on s'y attarde. Enfin, peut-être pas toutes, mais on va causer plus longuement du grand oral. En fait, là, c'était juste plus ta démarche, comment tu as été, est-ce que tu étais dans la... Voilà, toi, tu as vraiment axé sur la méthodologie, la manière, la forme, la présentation. Enfin, c'est ça, c'est de te résumer. Oui, c'est ça. C'est ça. Jimbo, quelle a été Ben, ta un peu démarche? pareil que Tsubasa, j'ai peu fiché, ou en tout cas quand j'ai fiché, je l'ai fiché vers la fin, tardivement, donc j'ai pas tout fiché. J'ai fiché vraiment les choses dans lesquelles j'étais en difficulté, et au final j'ai jamais relu mes fiches. J'ai juste fait mes fiches, et c'était l'action de faire mes fiches, je pense, qui me faisait bosser, mais j'ai jamais relu ces fiches. Et après, Attends, t'as réussi ces 2 examens en ne bachot... Tu n'as pas bachoté. ben, en tout cas, pas au moyen de fiches, non. Je relisais, alors j'ai beaucoup lu les manuels, je passais un temps considérable à essayer de comprendre ce que je comprenais pas par moi-même avec le code. J'ai énormément travaillé avec le code, pour moi c'était ça la réponse pour les matières en tout cas juridiques où on a droit au code. Et après des entraînements, comme Tsubasa a dit, c'est-à-dire pour des matières comme la note de synthèse, je les ai fait strictement toutes, je dois en avoir fait une dizaine je pense en tout dans l'année. Donc je pense, et le grand oral, pareil, avec Radio Clemens, j'en ai fait que 2 à l'IOJ, organisé par l'IOJ. Et je pense que c'est, oui, plutôt que apprendre, je pense qu'il est important de faire des épreuves. Quand bien même on n'est pas prêt, quand bien même on y va un peu à poil, rien que le fait d'y aller permet d'apprendre en soi. Et puis si on fait, j'avais une copie blanche, mais si on est vraiment, on aura un devoir nul, ça va créer un tel choc qu'on va au final, le sujet sur lequel porter ce devoir, on va revenir dessus, on va le maîtriser, etc. Ouais, c'est tout à fait exact. C'est vrai que moi, de mes souvenirs, c'était beaucoup de bachotage, mais aussi pas mal d'entraînement. C'était ça aussi qui était pratique avec les prépas privés, c'est c'est que tu peux rendre un grand nombre de sujets. Et c'est vrai que ouais, je m'étais pas mal prêté à l'entraînement, bah, pas que dans Radio Clemens, mais également pour prendre des sujets. Excusez-moi. Et ce qui m'amène, on va essayer maintenant de voir un petit peu sur chacune des matières, on va essayer celles qui sont toujours d'actualité, comme le droit des obligations. C'était pas mal, tu as tout à fait raison de dire que parfois il faut se lancer à l'eau même sans avoir nécessairement les connaissances, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver devant un sujet sur lequel je connaissais rien, et ça m'a forcé finalement à savoir me servir de mon code, et même d'avoir des réflexions qui étaient au final, que je pouvais utiliser dans n'importe quel sujet. En fait, je me retrouvais souvent avec un 2B, c'était un commentaire, à critiquer la décision en tant que jurisprudence elle-même. Ça, en fait, on peut le faire pratiquement sur tous les sujets. Et cette réflexion, elle m'est arrivée parce que j'avais, sur ce sujet-là, à un moment, j'avais pas tellement de connaissances, mais j'ai critiqué la clarté de la décision, sa portée, la question de la sécurité juridique, et je me suis aperçu que ça avait été largement valorisé par le correcteur, et à chaque fois,
tout en essayant de l'adapter évidemment au sujet concerné, eh ben, je pouvais faire un 2B sur la critique en elle-même de la décision en tant que jurisprudence. Et donc ça, ouais, tu as tout à fait raison sur cet aspect de il faut y aller même sans nécessairement avoir toutes les connaissances. C'est très profitable. Vous avez une approche particulière pour réviser le droit des obligations, que je rappelle est toujours la matière phare finalement de l'écrit. Bah, pour le droit des obligations, moi, il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est le code. Le code. Exactement. Voilà. Parce que C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir je pense à avoir des fiches, parce qu'au final, la plus belle fiche qui ait jamais été faite, c'est le code. Et si on sait se servir du code, on a besoin de rien retenir, toutes les informations sont là-dedans, ou à de très rares exceptions près. Oui, je partage ça. En même temps, on n'est toujours pas sur le code comme un filet de sécurité. C'est bien, il faut savoir travailler avec, mais pour des cas pratiques, je considère pas que j'ai à découvrir, ou du moins à vérifier le mécanisme, je sais pas, de l'application de la loi banataire. Je la connais, voilà, c'est mon approche. Parce que je veux dire que le code, c'est filet de sécurité. Je sais pas, je compte d'abord sur ce que j'ai appris, et le cas échéant, si j'ai un doute, si j'ai un trouble, si par rapport au fait de l'espèce, je sens que j'ai besoin d'une illustration, je vais chercher dans le code ce qui me manque. Voilà, il vient en complément de mes acquisitions, de mes connaissances personnelles, plutôt que de me dire, je l'ai, donc ça va. Peut-être que je résume un peu mal. Je dis pas que le code exclut toute connaissance, il faut savoir s'en servir, mais je pense que si la révision, typiquement, avoir le code ne permet de connaître d'un cours que le plan, on va dire les grandes lignes, les mécanismes. Après, dans les détails, je vois pas l'intérêt de les apprendre par cœur, sachant si on sait précisément où les trouver dans le code. Et à une utilisation rapide, ça peut être précieux, et la mémoire est toujours plus faillible que le code aussi. Donc, Je dirais que la recherche est également faillible. Ouais, ça c'est deux approches, là c'est éminemment individuel comme réflexion. C'est moi quand je dis que je bachote, même c'est mal vu de dire que j'apprends par cœur, mais oui, je suis parti au CRFPA en connaissant toutes mes jurisprudences jour, mois, année. Euh, Ça avait un effet déjà qui me rassurait, peut-être psychologiquement si je partais, ok, je connaissais que c'était telle jurisprudence, et je me disais en lisant le cas, ok, je sais où je vais aller. J'avais pas peur de me remettre en cause dans mes connaissances pour les confronter éventuellement à un contenu que j'aurais pas au préalable déjà vu dans le code civil, mais je partais déjà avec ce bagage. Je considérais pas que l'intendance était devant, je l'avais dans mon sac à dos. C'est comme ça, tout bas ça peut-être. Ah non, je rejoins ce que dit Jimbo là. C'est oui, le code est vraiment indispensable pour Oui, ça vraiment on est pour d'accord. lire le droit des obligations. Mais pour bosser la matière au CRFPA, il faut savoir parfois raisonner à l'envers. Je m'explique. En matière de vice de consentement, on ne posera jamais la question est-ce qu'il y a erreur, est-ce qu'il y a dol, est-ce qu'il y a violence. Non, la question qu'on vous posera, ce sera plutôt comment je fais pour obtenir mes 3000 euros. Et donc, il faudra partir de la conséquence et remonter au principe. Il faudra apprendre parfois à raisonner à l'envers. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand je l'avais passé en 2015. La question, ce n'était pas est-ce qu'il y a dol, il y a vice de consentement. La question, Exactement, c'est ouais, est-ce je me qu'on peut souviens de avoir la restitution. C'était ça. Il faut savoir avoir cette démarche, raisonner à l'envers. Et dans les cabinets d'avocats, quand on va nous soumettre un dossier, c'est exactement ce qui va se passer. excellente transition, parce qu'on va essayer d'approcher au niveau de chacune des matières par rapport à la réforme. Si je ne me trompe pas, dans la réforme, enfin, on sait que le droit des obligations sera sous une forme de consultation, c'est ça? Ou c'est une autre matière? C'est la consultation. Pour moi, la consultation, c'est un peu l'apanage du CAPA, mais non pas du CRFPA. J'ai toujours considéré que le CRFPA, c'était un examen pour évaluer les connaissances en droit, et non pas pour évaluer les connaissances en matière sur la pratique du droit. La consultation, donc, qui consiste à raisonner un point de droit à un néophyte en employant des exigences formelles tant à la convention d'honneur qu'à l'aide juridictionnelle, moi, c'est maladroit de le proposer au CRFPA. Est-ce que vous avez, enfin, je sais pas, est-ce que quand vous avez appris ça, ça vous a suscité un commentaire particulier sur, sur le fait que ça va être sous la forme d'une consultation désormais, l'épreuve des droits et des obligations au CRFPA? moi, je me demande si c'est pas une différence purement sémantique. Parce qu'au final, est-ce qu'il y aura véritablement une différence de fond? Il faudrait attendre de voir les sujets des examens, mais peut-être que par consultation, ils remanient peut-être un peu la forme de la méthodologie, mais qu'ils attendront rien de plus qu'un cas pratique. On crée un trouble.
Pour moi, la consultation, c'est une épreuve, c'est une épreuve à part. Je sais pas si on est ensemble, tu vois ça à l'école des avocats. Est-ce que tu dirais qu'une consultation, c'est une forme de cas pratique? Pour moi, c'est pas exactement C'est une pareil. forme de cas de pratique, sauf qu'on est obligé de vulgariser. Ouais. Déjà, je pense qu'en matière de consultation, nous ne sommes pas obligés de citer des articles, parce que le néophyte, il va rien comprendre, il va pas le lire. Il faudrait qu'on explique. Donc, par contre, tous les principes, ils y sont, ouais. Oui. On est obligé. Et on est obligé de faire beaucoup plus synthétique. D'ailleurs, la synthèse, je crois que c'est peut-être une des choses les plus importantes. La synthèse et la gestion du temps sont les deux choses les plus difficiles au CRFPA. Mais est-ce que c'est pas censé être quelque chose qu'on apprend à l'école des avocats? Est-ce que ça a lieu d'être à l'IEJ? Bah, si ça fait gagner du temps, pourquoi pas? Ah Parce bon, que, bon. On verra les premiers essais. Voilà. Après, j'espère que ça glissera pas plus sur cette différence justement pour l'IEJ, acquisition, vérification des connaissances en droit et CAPA, vérification de la pratique du droit. Je voudrais pas que dans d'autres matières comme le grand oral, on en arrive à des questions déontologiques. Qui sont, là pour le coup, on peut pas le poser à un candidat qui n'est pas encore ouais, allé à mais ça l'avocat. arrive chaque année, et moi ça m'est arrivé. Hein. Ah oui, non, moi c'est pas ça arrivé. Et, Moi c'est arrivé. Hein. moi je sais que j'avais un directeur d'IEJ qui était président du jury, qui s'assurait à chaque fois que le jury ne pose pas de questions déontologiques, parce que ce n'est pas au programme. Voilà. Bon, ça on va venir plus spécifiquement sur le grand oral, puisque lui aussi il a été pas mal bougé. Autre point de la réforme, c'est la corrélation procédure et épreuve de cas pratique. Je sais pas, je te vois perplexe, Jimbo. Mais dans mes souvenirs, l'an dernier, c'était aussi le cas. Et on non, passait parce que l'épreuve de par exemple, procédure en même temps. ta matière de spécialité va dépendre de ton choix de procédure, ou inversement. C'est-à-dire, par exemple, moi, à mon Ah. époque, j'avais pu choisir procédure civile et droit européen, c'était plus possible. Tu dois faire. Ce serait quoi aujourd'hui? Alors, Si tu prends droit administratif, tu dois prendre Voilà. ta procédure administrative. Après, si tu prends international, tu as le droit de prendre soit administratif, soit civil. Et si tu prends en matière civile, tu prends automatiquement procédure civile. Voilà. Elles sont regroupées, sauf l'international qui a le choix. Et il n'y a plus de fiscal. Alors, dans une vidéo d'ailleurs qui est sortie hier, la présidente du CNB avait, pour sa part, critiqué elle-même cette corrélation, qui est justifiée par un intérêt de spécialité. Pour moi, c'est un peu douteux. Il appartient à tout un chacun de voir se spécialiser ou d'être généraliste. Je sais que durant mon grand oral, bon, j'en ai pas la certitude, mais j'ai le sentiment très profond que ceux qui étaient devant moi connaissaient mes notes à l'écrit. Je pense que c'est une pratique quand même assez répandue quand on passe un grand oral, parce qu'il y a un petit peu un côté entretien d'embauche. Je sens que j'ai été valorisé parce qu'ils ont vu que j'avais une certaine forme de polyvalence. Avoir fait procédure civile à l'écrit et droit européen en même temps et droit administratif à l'oral, ça leur a plu. Bon, je trouve que c'est un peu s'impliquer dans, je sais pas, dans le parcours individuel de tout un chacun, de vouloir forcer à la spécialisation. Je me sens pas moins bon en procédure, enfin voilà. Bon, c'est une critique un peu particulière. Attendez, excusez-moi, je suis pas mal malade. Sur les écrits en tant que tel, ah ouais, sur la note de synthèse, est-ce que vous avez... je salue RF qui rentre dans le studio, salut RF! Ça va Clémence? Ça va. On fait une émission un petit peu spéciale sur le retour CRFPA. Si, je sais que toi-même tu l'as pas passé, mais tu as pu observer certains d'entre nous le bosser, donc si jamais tu peux y aller de ta petite remarque, tu es évidemment le bienvenu. Et ça fait plaisir, c'est un peu nos retrouvailles là, ça fait plaisir de reprendre l'émission, je vous remercie une nouvelle fois d'être là. Sur la note de synthèse en tant que telle, vous avez des... Alors, je me souviens, Jimbo, tu m'avais recommandé, et je l'avais fait, de faire les intraplans. Tu te souviens, le fameux A1, A2. Ouais. Bon, moi, je l'ai maintenu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton expérience, tu maintiendrais cette technique? Ben, j'ai pas refait de notes de synthèse Non, depuis l'époque, De ton mais retour. ouais. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ne pas le faire apparaître. Ah, toi, tu le faisais pas par... Moi, je le Non. faisais apparaître. Moi, je ne sais pas apparaître. Ou alors par la technique du titre noyé, c'est-à-dire que tu mets sans retour à la ligne, tu mets deux mots, enfin la petite phrase qui veut dire la chose, et tu soulignes, juste en début de ligne, comme dans les ouvrages de droit. C'est vrai que c'est pas mal comme approche parce que ça te forçait à résumer tes documents en 8 idées. 8 petites. C'est ça, et souvent tu arrives à 8 idées à la fin. Ouais. Et je trouve qu'une fois que tu as 8 idées, ou même tu n'en as que 7, c'est facile d'en décomposer une en deux, et ben c'est plus facile après pour trier en cas de sous-partie. Ouais. Tu vois ça, tu avais une technique particulière? Non, non pas particulièrement. Mais bon, je fichais les informations, je ne prenais que ce qui les intéresse. En fait, ce que je faisais, j'avais le titre du sujet sous les yeux. Par exemple, je sais pas moi,
l'abolition de la peine de mort. Voilà. Je ne prenais que les informations en rapport avec l'abolition de la peine de mort, pas la peine de mort tout court. On est obligé de sélectionner des informations, quitte à lire tout en diagonale. Moi, je pense que le dossier que j'avais traité, je crois que je n'ai même pas lu la moitié. Je ne peux pas lire ça en 5 heures, c'est impossible. Et après, je bricolais, je trouvais une problématique, et puis après, on m'avait donné une technique, c'est trouver une scission en fait, dans le sujet. Il y a un avant et un après. À partir de ça, on arrivait à trouver 2 axes. Puis après, on essaie de se départager pour trouver 2 axes dans les 2 axes. C'est comme ça que je bricolais mon plan à la note de synthèse. Et ça a plutôt bien marché. Ouais. Bon. Donc ça c'est une bonne chose. Moi j'ai toujours vécu la note de synthèse comme un peu l'épreuve. C'est là où c'est la seule note que j'ai eu en dessous de la moyenne, j'ai pris 8. Qui était un petit peu, bon, je l'ai plus subi que choisi. Voilà. Pour moi c'était un peu l'épreuve que j'avais appréciée. Passons un petit peu aux oraux. Donc là c'est un petit peu l'autre point de la grande réforme, c'est que toutes les petites matières sautent. Et il n'y a plus qu'un oral de langue et le grand oral qui est lui-même modifié, et nous allons l'adapter tout à l'heure avec notre candidate, c'est 15 minutes d'exposé et 30 minutes d'entretien. Alors d'abord, comment est-ce que vous avez vécu cette période de préparation des oraux? Voilà, donc on va faire un petit retour, même si c'est plus d'actualité, hein, on peut presque... Ben moi je trouve que le grand oral, ça se travaille pas tellement sur le fond, enfin si bien sûr, mais c'est très facile de le travailler avec d'autres matières. Et ce qui importe le plus, c'est de faire des essais, de faire des oraux blancs, des oraux blancs, pardon. C'est de continuer, et il n'y a pas de secret. Parce que sur le fond du droit, sur les libertés publiques, ça se travaille, mais je trouve que ça regroupe énormément ce qu'il peut y avoir au programme dans notre matière. C'est-à-dire c'est facile de travailler, de ne pas travailler à part, de le travailler avec d'autres matières. Ouais. Moi je sais que j'avais profité de l'occasion d'avoir les petits oraux, notamment le moyen Torah, c'est-à-dire celui qui était de l'épreuve orale de spécialité. J'avais choisi droit administratif et je l'avais justement bossé dans la perspective du grand oral, ça m'avait été sacrément utile. Voilà. Moi je regrette qu'il n'y ait plus ces petites matières, parce que moi je m'étais pointé au grand oral. L'avantage en fait d'avoir fait toutes ces petites matières, c'est qu'on avait un total de coefficient qui était de 5 par rapport à un coefficient 3 du grand oral. Et je sais, moi je m'étais pointé au grand oral en me disant, en prenant mes notes à l'écrit et dans le pire des cas, au vu de l'évaluation que m'avaient donnée à l'oral les professeurs auxquels j'avais fait les différents entretiens, je me disais, même si j'ai j'ai quand même mes chances. Donc ça m'avait pas mal rassuré, parce que le problème du grand oral, c'est... on va plus en parler dans un instant, mais ça reste une épreuve un petit peu roulette russe. Voilà. Mais vous, donc, du fait qu'on en revienne juste à une langue, en mini-oral, je sais pas. Donc je précise donc juste qu'en 2020, le choix de la langue est limité mais quand même assez varié. À partir de 2020, ça ne sera que l'anglais. Moi j'ai passé l'allemand et tout ça, je sais pas du tout qu'est-ce qui justifie cette décision-là. Voilà. Moi je sais que moi j'avais la chance d'être le seul à passer l'allemand. Bon, je pense qu'indirectement ça m'a valorisé parce que moins on est nombreux, et du coup, voilà, l'effet de comparaison a l'effet de nivellement des notes, c'est sûr. Mais je sais pas, je trouve ça un peu curieux de dire que l'anglais doit primer par rapport à l'allemand, par rapport à l'arabe ou à une autre langue, je sais pas je sais pas. Ça me semble une démarche, je sais pas, quel est votre aperçu? Vous avez passé l'oral d'anglais, c'est ça? Ouais. Comment vous l'avez vécu? Je sais que beaucoup de candidats à cet examen appréhendent l'oral de langue parce que c'est pas non plus, c'est pas l'apanage des juristes d'être bilingue à la base. C'est pas, peut-être qu'on n'a pas une formation universitaire des plus adéquates en matière linguistique. Oh, je trouve que c'est en train de changer. Hein. Il y a de plus en plus de... Non, mais c'est vrai, il y a de plus en plus de jeunes juristes qui parlent anglais. Et toi, tu as un parcours international, tu as bourlingué, tu as vécu... Non, mais même sans avoir bourlingué, il y a plein de gens qui font de l'anglais maintenant depuis l'école primaire, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans. Enfin, si j'ai fait de l'anglais à l'école primaire, c'est bon, c'est depuis 20 ans, et puis... Non, mais sans être bilingue, d'arriver à baragouiner un petit peu. Et puis la fac maintient ça, et les cours d'anglais à la fac. Alors, on peut en dire ce qu'on veut. Je te vois Pringles, ça que... Mais je veux dire, ça ne sort pas de nulle part. Si tu secoues la tête, tu penses quoi du niveau de l'anglais à la fac pour toi?
le niveau d'anglais, je pense qu'il est meilleur au lycée, mais ça, c'est pas un problème inhérent au professeur ou à la fac. Je pense que c'est juste un problème de niveau et de volonté. Il y a clairement une volonté de privilégier les matières juridiques. Après, pour un examen comme le CRFPA, dire que le droit patrimonial doit être supprimé au profit d'un seul examen en anglais, bon, je pense que si on veut... Je crois qu'il est maintenu à l'écrit comme option. Non, non, mais même, bon, ça je sais pas, j'avoue que la réforme a un peu... Oui, c'est juste les matières à l'oral qui On sautent. parle d'être un bon juriste et du coup de bien maîtriser l'anglais pour pouvoir signer les contrats internationaux. Peut-être qu'en amont, il faudrait au moins maîtriser la matière. Donc bon, alors en plus déjà, dire que l'espagnol ou l'allemand n'existe pas au profit que de l'anglais, je trouve ça un peu surprenant. À partir de 2020. Peut-être Oui. que ça changera depuis. Hein, Mais bon, moi, j'aurais peut-être gardé la spécialité, le grand oral, uniquement, et à la limite l'anglais, mais si on veut privilégier l'anglais, alors autant que faire se peut, le mettre dès la première année avec des cours intensifs et demander aux étudiants d'avoir un bon niveau, mais dès lors qu'ils ont une licence, un master. C'est vrai que perçu autrefois comme étant un éventuel bonus à l'oral, c'était tout à fait, il me semble tout à fait bienvenu de valoriser la langue. Mais désormais, puisqu'il n'y a plus que le grand oral et la langue, cette épreuve linguistique prend une importance je trouve assez redoutable. Mais est-ce que le coefficient a été modifié? Non, il demeure, ça reste coefficient 3, Ah, le grand O, il est passé à quoi? Je crois qu'il est... 5, non? Non, je parle de l'anglais, Non, la place de l'anglais n'a l'anglais pas... reste L'anglais, c'est coefficient 1. Ouais, le grand oral. Je pense que le Ça, grand c'est O est à 3. C'est bon, C'est 4, c'est 4. C'est 4. c'est 4. Je crois que ça augmente. C'est justement on va y vérifier. venir. Bah voilà, ça fragilise un petit peu la condition d'admissibilité. Autrefois, quand on était admissible, on se disait bon allez, on a fait les 3 quarts du chemin. Là, j'ai peur qu'avec ces 2 € qui peuvent, où la chance quand même compte. C'est l'anglais, je pense que ça dépend beaucoup aussi de son parcours individuel plus qu'un parcours universitaire. C'est bon, c'est ma vision. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face aux langues, que la famille, que les relations, que les parcours qu'on a pu faire à l'étranger jouent énormément. Enfin, je sais pas, c'est ma vision. C'est pas comme une matière juridique où il suffit de la bosser. Pour moi, c'est plus compliqué que ça, d'acquérir une langue et de pouvoir se valoriser dans une épreuve où il y a du monde. Là, c'est ça la grande différence, c'est que là, il y aura déjà que l'anglais était majoritaire. Si à partir de 2020, mais il n'y a que ça, quelqu'un qui sera pas bon, ça va se voir quoi, sur la note. Bon. Et pour le grand oral, le fait que ça soit... Donc ouais, tu me confirmes que c'est coefficient 4, merci Pringles. Le fait que du coup, ça reste... que ça passe à 30 minutes d'entretien, outre le risque éventuellement de déviance sur des questions déontologiques que j'aurais à déplorer, on verra comment ça se passera la prochaine session, j'attends les retours de la réforme. Le grand oral, il y a des sujets, parfois... Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de programme défini. Pour moi, le guide absolu pour réviser le grand oral, c'est de ficher l'actualité. Limite tous les jours, dès qu'il y a une actu, il faut l'afficher quelque part. C'est le meilleur moyen d'avoir à peu près un cadre. Mais j'ai pu assister à des sujets de grand oral qui n'avaient rien à faire en liberté publique. Il y avait par exemple, alors, en plus ça dépend des IEJ, parce que je sais pas, je crois pas que la réforme touche à ça. Je sais qu'à Toulouse, donc c'est sous forme d'un commentaire. Moi, à Pau, c'était sous la forme d'une dissertation, c'est-à-dire c'était qu'un intitulé, il n'y avait pas de document à l'appui. Je suis en train de me perdre. Oui, c'est bon. À Pau, par exemple, il y avait un sujet qui s'intitulait Existe-t-il une liberté contractuelle pour l'administration? J'ai des bases en public, je peux m'en sortir. Enfin, il faudra m'expliquer le rapport avec les libertés fondamentales. J'ai eu à Toulouse, quand j'y ai assisté, je sais qu'il y avait des sujets de pure DIP en matière de divorce. Je vois pas le rapport avec les libertés fondamentales. Pour moi, ça coule pas de source. Et ça me fait peur parce que du coup, c'est une épreuve qui peut paraître parfois déloyale. J'ai quelqu'un qui a pu tomber sur un sujet qui s'appelait commerce et minorité. Enfin, il faut savoir. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur existe-t-il un droit de choquer? En 2015, la liberté d'expression, c'était un peu le top 5 des sujets qu'il fallait bosser. Donc là-dessus, ça va, je suis très content. Mais je serais tombé sur un autre sujet, peu importe mon investissement dans la matière, je me serais fait avoir. C'est pour ça que je parle, pour moi, le code grand oral a un peu un côté roulette russe, qui peut-être dans les 30 minutes d'entretien permettra, si on a un jury qui est compréhensible, de compenser cet aspect-là, pour peut-être, là on le voit dans un aspect peut-être plus pour taper sur l'étudiant, peut-être que ça sera aussi pour le valoriser, plus s'intéresser à son parcours. Je sais pas, quel est votre point de vue sur le fait qu'il soit maintenant 45 minutes sur cette matière-là?
Déjà 45 minutes, ça fait long, hein. On s'en rend pas compte, mais Eh 45 ben, minutes on sur va le le voir vide, tout à l'heure. c'est Combien ça. l'étudiant est censé faire son exposé 15 pendant minutes. combien de temps? 15 T'as pas minutes changé ça. d'exposé, une Plus demi-heure de 30 d'entretien. minutes. 30 minutes d'entretien, donc la peur que ça finisse sur des questions déontologiques et sur la profession même d'avocat. Ah, mais prenez une bouteille d'eau 2 litres avant, hein, parce que là, vous allez suer. Ensuite, hein. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais je peux comprendre. En plus, mais avant, tu vis pas mal. Je sais pas, enfin, voilà, moi c'est un peu le point de vue. Je redoute, je trouve qu'on accorde. C'est une épreuve qui est évidemment importante, mais je trouverais ça injuste qu'elle fasse l'admission. Ou alors il faut la fiabiliser, la rendre plus loyale, et j'espère que c'est à cet effet qu'on rajoute, qu'on rajoute un quart d'heure d'entretien pour s'intéresser plus au parcours du candidat et lui donner une chance éventuellement s'il est tombé sur un sujet sur lequel, par la force des choses, après il y a des sujets qui sont impardonnables de ne pas connaître. Je me souviens d'étudiants qui s'étaient pointés en 2015 sans connaître l'aide juridictionnelle, alors qu'à Toulouse, on a eu des manifestations jusqu'à des avocats qui s'étaient qui avaient pris des bombes lacrymogènes en pleine face. Tu te pointes pas au grand oral sans connaître ça. Il y a des fondamentaux, d'accord, mais comme je dis là, il y a des exemples. Est-ce que vous-même vous avez des exemples qui vous paraissent un petit peu à côté du programme légitime qu'on peut attendre en liberté fondamentale? Est-ce que vous avez eu des cas Ben, le problème, si mes souvenirs sont exacts, c'est qu'il n'y a pas vraiment de voilà, programme. c'est ça le problème. Et que liberté fondamentale, bon, on peut la définir en droit, mais c'est assez facile avec On un a une vague chausse-pied idée. d'y faire rentrer un peu ce Idée. qu'on veut dans la Et, liberté Je sais fondamentale. pas, est-ce que pour toi, tu vois un truc comme, je sais pas moi, est-ce que tu vois un sujet sur le droit des sociétés, ça pourrait se poindre en liberté Pourquoi fondamentale? pas, éventuellement, ça Pourquoi dépend du pas? sujet. Et ça peut toucher parce que tout ce qui est les grands principes du droit de la défense sont applicables en droit des sociétés. Il y a même beaucoup d'articles qui sont consacrés à ça. Sur cet aspect-là, le droit de la défense, d'accord. Illustré, voilà, ça serait donc un sujet essentiellement sur le droit de la défense. Voilà. Bon. Comment est-ce que vous avez préparé le cantoral en dehors de l'investissement considérable que vous avez eu auprès de Radio Clemens, et notamment, je salue de nouveau Jimbo qui avait passé le mode burst. Je vous invite à réécouter les émissions sur la loi de renseignement et sur la fin de vie, qui sont pour moi parmi les meilleures émissions. On était bien rodés, et je me souviens d'une introduction de Chico sur la fin de vie qui avait été particulièrement talentueuse. Mais voilà, en dehors de Radio Clemens, comment est-ce que vous avez bossé le canto? Oh, ben, quasi exclusivement par Radio Clémence. Tu te fous de moi là? Oh, Ah, tes conneries. Mais c'est pas totalement faux. il arrive. Rappelons que le bonhomme, tu t'es pas tapé 4 jours de pure vacances avant ton passage au cantoral. C'est scandaleux, c'est Tom, c'est un scandale. C'est un scandale. Il se prend 19, mais au préalable, il se prend 4 jours de vacances. Mais non, là par contre, je trouve pas ça scandaleux, mon cher Clémence. Bien au contraire. Parce que je trouve que la pression est telle que justement, travailler la veille ou les derniers jours avant un grand oral peut être parfois très Il y a un contre-productif. juste milieu. Surtout si on a du mal à gérer son émotion et son stress. Je pense qu'au contraire, avoir du recul et arriver au grand oral serein, Oui. dispo, frais dans sa tête Ça, d'accord. et propre sur Évidemment. soi, je trouve que ça sera toujours mieux que d'arriver surstressé, sous perfusion de café, 100% d'accord. et avoir travaillé toute la nuit d'avant pour tel et tel sujet de dernière minute. Tout bête ça. Est-ce que tu as pris 4 jours de vacances avant ton grand oral? Je savais que ce jour-là, je commençais en fin de journée le grand oral, donc je me suis permis de faire une grasse mat. Ça, c'est super déjà. Ouais, c'est bien. Et le jour même, alors non, parce qu'en fait c'était une drôle de journée, parce que tout s'est bien passé ce jour-là, et il y avait des signes qui annonçaient que ce serait une bonne journée. Bon, le premier, bon, vous allez me prendre pour un fou ou un fan de comics, mais il y avait le premier trailer du Captain America. Bon, ça m'a mis de bonne humeur. Je pars à la fac, je retrouve des gens que je n'ai pas vus depuis des années, on a fait que blablater pendant 2 heures. Je me suis pointé 5 minutes avant le début de Tu n'avais la pas publié préparation. ce jour-là le Yes You Can Ouais. sur Facebook? Non. Ça a fait mourir Du de. tout. Et puis, Non. ouais, voilà. D'accord. Et après, j'ai préparé. Et puis, ce que je voulais faire aussi, c'est. Bon, j'avais vu 3 pochettes dans Papier Craft. Bon, il y a des sujets qui sont dedans. J'ai vu que la première était un peu plus légère. Je me suis dit, bon, allez, fuck le destin, je prends le 3e. Fuck le destin. Voilà. C'était un arrêt de la chambre commerciale. Déjà, je me suis dit, mince, si c'est un truc sur la procédure collective, je suis mort. C'était sur le secret des correspondances. Quelque chose que j'avais bossé chez Radio Clemens quelques mois auparavant. Ah, je ne suis pas allé à droite et à gauche, hein, j'ai pondu le même plan. Laissez passer,
crème. Et c'est vrai que Jimbo, t'avais une question subsidiaire sur la loi de renseignement, si je me souviens bien. Oui, merci d'être resté avec nous. Mais ok. Moi je dirais pour réussir le grand tour. Après, ouais, ça c'est à prendre en compte. La réforme ne parle pas du calendrier, me semble. Par exemple, les JOJ de Pau et de Toulouse, comme ils n'ont pas la même population de candidats, enfin le même nombre de candidats, pourquoi je parle de population, les Béarnais sont particuliers, c'est ça. Moi je sais que l'ensemble des examens était sur un seul mois. Là où à Toulouse, c'est quand même étalé sur 3 mois. Donc, Mais je crois qu'avec la réforme, il est prévu que, en tout cas, les épreuves écrites se fassent le même jour. oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais comment est-ce que tu organises les oraux ensuite? Pour Toulouse, ils ont dit que l'oral d'anglais, ils le mettraient au tout début de novembre. Oui, mais par rapport aux autres IEJ, si tu veux. Ah, mais apparemment, ça se gère individuellement. Voilà. Ils ont dit au début Il y a, d'année. il y a un petit déséquilibre. Il y aura une différence selon les IEJ. Moi, je sais, je suis parti à mes écrits à l'IEJ, au CRFPA de Pau, en connaissant mes oraux. Voilà, c'est quand même, je suis à Toulouse, je suis pas sûr, toi tu vois ça, est-ce que tu avais est-ce que tu étais prêt pour tes oraux au moment de tes écrits? Tu avais un mois, je pense que Non, tu t'étais du laissé. tout, non, c'était le rien, non. Voilà. Par contre, j'enchaînais les révisions des oraux direct après les écrits. Après, je prenais mon temps pour le faire parce que sinon, j'arrive pas à absorber toute une matière en 3 jours, c'est pas possible. Dumbo. Tout comme Tsubasa a dit. Bien. Alors, on arrive au bout de ce petit retour CRFPA. On va enchaîner avec la seconde émission de la reprise. Est-ce que vous auriez un mot pour à la fois caractériser ce que vous avez vécu de cette expérience du CRFPA, qui reste quand même une période qui, en définitive, a marqué et va marquer votre carrière, voilà. Et un mot en particulier pour ceux qui le passent en ce moment-là. Courage. Non mais c'est vrai, faut pas arrêter de regarder les séries, faut dormir avec son code et lire l'actu. Moi je sais que j'avais pas. Au final, j'en garde un bon souvenir. J'avais pu réviser, même si c'était du rythme 6h minuit avec quelques postes par jour, mais j'en garde un bon moment. Et je dirais que moi qui donc ai dû à le passer 2 fois, c'est courage, mais aussi ouais, être tenace, ne pas lâcher et avoir une vision en fait, s'étaler dans le temps, se dire tel mois je vais me consacrer à ça et s'accorder du temps pour les copains, pour les amis et là-dessus, une nouvelle fois Radio Clément, ça a été une occasion de réviser et de se détendre. Tu vois de ça? Pour reprendre le mot courage et ténacité, je vais dire samouraï. Le candidat du CRFPA, c'est un guerrier, hein. Il faut qu'il soit un guerrier, sinon il s'en sort pas. Hein. C'est ça. Je pense que c'est celui qui en veut le plus qu'il a cet examen. Après, s'il a la conviction, s'il s'est dit je vais faire avocat toute ma vie, oui, bah, c'est bien. Hein. La motivation, je pense que c'est la moitié du boulot. Hein. C'est ça. Bah, écoute, à moins que vous ayez un dernier mot, on va pouvoir enchaîner avec l'autre émission. Je vous remercie de votre attention sur cette émission Radio Clément, émission de Papote CRFPA. Retour spécial à propos de notre expérience du CRFPA. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des poutous juridiques et on se rejoint sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Que t'aies choisi la procédure administrative ou la procédure civile, faudra que tu passes le grand oral. Et comme le programme est infini, mieux vaut le faire entre amis. Mais si, on est tes amis. Tes amis qui t'attendent et qui t'aiment. Alors rejoins-nous sur la messagerie Skype de Radio Clément et viens papoter avec nous. Promis, on parlera de droit européen institutionnel, je rêve.